de votre projet de content marketing, c'est de pouvoir effectivement, bonjour, M Solière, de pouvoir, rationaliser vos efforts, de pouvoir assurer un retour maximum et donc on va voir comment on peut ou quels sont les différents éléments qui vont venir dans cette rationalisation et dans cette maximisation du ROI, retour sur investissement donc. D'accord? Bonjour Sophie. Alors l'idée ici, c'est quoi? Je prends 3 outils, il y en a beaucoup plus évidemment, mais vu qu'on n'a que 3/4 d'heure, oui bien sûr Pascal, c'est ici que ça se trouve. Alors attendez, hop, vous remplissez le formulaire, derrière vous accédez à une page avec plein de liens vers des brochures, PDF et autres livres blancs. Vous prenez celui qui est dans l'encadré à la une. Et donc, je disais 3 outils, c'est un minimum, c'est parce qu'on n'a que 3/4 d'heure ensemble que j'ai limité ici à 3 outils. Mais ceux-là sont, incontestablement indispensables dans une bonne stratégie de contenu. D'accord? Alors pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, We Are The Words, l'agence que j'ai fondée et que je dirige, que je co-dirige, a pour mission d'aider les professionnels et les annonceurs dans leur stratégie de marketing inbound, basée sur le contenu. On sait que le contenu est à la base effectivement de nombreuses actions en marketing, et plus en marketing de contenu, en marketing inbound. Et donc nous, c'est là qu'on intervient pour mettre en place des dispositifs, des médias, et puis également évidemment des, contenus chauds, froids, opportunistes. J'y reviendrai. Donc on fait du conseil en content et inbound. Bonjour Laurent. Du conseil en stratégie de contenu. Ça, c'est typiquement ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. Ce sont des outils qu'on va utiliser pour, au fond, maximiser notre travail. De l'animation et de la production éditoriale également. Donc, on ne dit pas juste aux autres ce qu'il faut faire, on le fait pour eux et avec eux. Donc, on anime des blogs, on écrit des articles en grand nombre pour différentes marques, différents annonceurs et médias. Et puis de la formation, des ateliers. Et l'idée aussi, c'est que nous avons nous-mêmes intégré une méthodologie en stratégie de contenu, euh, telle que je la partage dans cet ouvrage Stratégie de contenu web qui est disponible sur notre site internet pour la somme modique de 10,90 €. Et là, vous en avez un peu plus sur ma petite personne pour voir un peu quel est mon parcours. Vous dire également que la stratégie de contenu, le marketing éditorial, quelle que soit la taille de l'annonceur, quel que soit son secteur, ça fonctionne. Et donc les outils que je vais vous présenter peuvent très bien fonctionner pour un artisan, pour une TPE, pour une PME, que pour des grands groupes. Évidemment que le temps passé dessus et peut-être la granularité, la variété des applications de l'outil va, elle, varier en fonction évidemment de la taille et en fonction des objectifs et des budgets et des ressources. Mais en tout cas, vous dire qu'effectivement, ça fonctionne très très bien auprès de PME notamment. On les a beaucoup utilisés, ces outils, pour permettre à l'annonceur de se focaliser sur son cœur de métier et lui permet de faciliter le travail de marketing éditorial. Un petit glossaire, parce que vous savez aussi que dans notre jargon, alors on a tendance à utiliser à la fois de l'anglais, mais également des termes tels que contenu chaud, opportuniste, ou froid, ou communication push et pull, et qu'il est important pour moi que vous me compreniez et qu'on se comprenne. Et donc l'idée est évidemment de pouvoir y retourner quand vous aurez téléchargé le PDF. Vous dire également que, outre le fait que c'est un glossaire, c'est aussi, j'ai envie de dire, des éléments, des principes fondamentaux en fait du content marketing, la proposition de valeur unique, les propositions de vente unique, le marketing de la recherche, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat de mots-clés, etc., etc. Les triggers, hein, qui sont des incitants, mais également le COPE, Create Once, Publish Everywhere, ce principe qui veut qu'on va réutiliser les contenus et que donc on recycle l'éditorial. Et enfin, cette notion de contenu-service, contenu comme service sur le modèle du SaaS, Software as a Service. Enfin, vous dire également que nous avons mis en place au sein de l'agence We Are The World une méthodologie, je dirais même plus un cercle vertueux, qui nous permet justement de maximiser
le ROI, puisque nous, notre promesse, c'est du contenu, du marketing et de la performance. Et donc, c'est un cycle en 4 phases: comprendre, planifier, produire, optimiser. Et vous allez voir que dans les 3 outils que je vais présenter aujourd'hui, on est surtout sur la phase de planifier et produire, des outils qui nous permettent donc simplement de pérenniser et d'assurer effectivement le respect des actions ou des éléments tactiques qu'on aura mis en place au moment de la planification. D'accord? Alors, allons-y. Donc, l'idée, c'est quoi? Je vous présente 3 outils aujourd'hui qui sont la matrice de positionnement, le calendrier éditorial et le gabarit éditorial. Alors, pourquoi? Parce que ce sont ces 3 outils-là qui vont vous permettre d'établir un réel contrat de lecture avec vos audiences, avec vos communautés. Pour rappel, un contrat de lecture, c'est quoi? C'est une promesse éditoriale, c'est un peu la ligne, c'est un peu la charte éditoriale de votre dispositif éditorial. C'est-à-dire, c'est un concept qui a été créé dans les années 80, lorsque les magazines féminins se sont multipliés progressivement dans les kiosques et où il a bien fallu effectivement, face à cette concurrence, établir une véritable identité discursive et donc une véritable promesse, un contrat de lecture, on parle de contrat de mariage, entre le magazine et son lectorat. Et donc ici, c'est l'idée effectivement de vous permettre d'établir un contrat de lecture et de le respecter dans la durée à travers donc 3 outils: la matrice de positionnement, le calendrier éditorial et le gabarit. D'accord? Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la matrice de positionnement, c'est elle qui va vous procurer ce qu'on va appeler le retour sur investissement pécuniaire, financier, ce qu'on appelle également le ROE, c'est-à-dire le retour sur effort. D'accord? Le retour sur effort, ça veut dire quoi? C'est elle qui va vous permettre de ne produire que les contenus qui sont pertinents, que les contenus qui répondent à une bonne question. Et donc là, on est sûr effectivement déjà de qualifier le contenu et de produire des contenus sur mesure. Le calendrier éditorial, lui, va vous permettre de maximiser ce qu'on va appeler le retour sur attention. Alors, le retour sur attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à travers la variété des sujets qu'on va aborder, la granularité de ces sujets, la variété des angles de traitement, on va assurer effectivement une augmentation des conversations en ligne. On va assurer également que ce qu'on va produire et ce qu'on va publier génère des sentiments positifs, neutres ou négatifs, mais en tout cas, ça c'est à mesurer par la suite. Et évidemment, on va assurer également la trouvabilité de ces contenus. Donc, le retour sur attention suppose également qu'on travaille sur une matrice de référencement et qu'on intègre des mots-clés dans son calendrier éditorial. Et bien sûr, ce calendrier intégrera les actions marketing. Et enfin, le gabarit éditorial, qu'on appellera aussi template, qu'on appellera masque, qu'on appellera modèle, qu'on appellera formulaire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fonction des principaux types de contenus qu'on va produire, on va établir une grille d'écriture et non pas de lecture. On va établir un modèle qui nous permettra du coup de ne pas écrire sur une page blanche, mais bien d'avoir un canevas, un cadre, un guide d'écriture. Voilà, ça c'est un peu la table de matière, le projet du jour. Alors, la matrice de positionnement. Pourquoi? Pour établir un contrat de lecture, on le disait. L'idée, c'est quoi? C'est de vous assurer une proposition de valeur unique. Je vous donne un exemple. Je donnais une conférence hier matin pour un grand groupe MediaMarkt que vous connaissez sans doute. Et ils sont dans le retail, ils ont une concurrence énorme dans tout ce qui va être les biens de consommation, en ligne et hors ligne. Donc, ils peuvent jouer effectivement beaucoup sur le local et sur le web to store. L'idée était précisément d'essayer de formuler et de les sensibiliser à leur proposition de valeur unique. Donc déjà, ça veut dire que votre matrice de positionnement, ce contrat de lecture que vous allez proposer, vous oblige à trouver une proposition de valeur unique. Et comment est-ce qu'on va la déterminer, cette proposition de valeur unique? D'abord, vous allez identifier les besoins de vos publics par rapport à votre catalogue produits et services. Alors attention, ces besoins, ce n'est pas juste des besoins en produits, c'est des besoins de vie, c'est des besoins socio-économiques, c'est des besoins aspirationnels, c'est des besoins relationnels et des besoins transactionnels.
Je reprends l'exemple, biens de consommation et tout ce qui va être, par exemple, l'électroménager. Dans le cas de MediaMarkt, le besoin d'un mixeur, c'est une chose, mais le besoin de se reprendre en main parce qu'on a pris 10 kilos et qu'on a entendu parler de l'automesure, la quantification de soi, mais également des smoothies et également de la cuisine vapeur, on peut créer à partir d'un besoin de vie tout un univers sémantique, tout un calendrier éditorial qui va permettre effectivement de raconter des histoires par rapport à ce besoin-là. Donc, les besoins de votre public, essayez de les identifier à travers les tendances générales des baromètres de consommation, à travers déjà les comportements de vos cibles par rapport à vos produits et services aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils visitent le plus sur votre site, à quoi ils réagissent le plus sur votre blog. Et à partir du moment où vous pouvez définir effectivement ces besoins, peut-être même les devancer ou les reformuler sous le prisme de votre offre à vous, vous allez pouvoir effectivement voir ce que les offres concurrentielles proposent ou pas, aller voir ce qu'elles ne proposent pas et peut-être là, vous développer effectivement une niche et du coup, aligner vos offres ou en tout cas le discours sur vos offres, services et produits en fonction effectivement de ces deux prismes-là. Et c'est là, au centre, que vous allez trouver votre valeur unique, c'est-à-dire en confrontant les besoins des publics avec vos offres, services et produits et en essayant effectivement de vous distinguer de la concurrence et d'avoir un prisme singulier. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose sur cette matrice de positionnement, c'est travailler sur votre proposition de valeur. OK? Alors, un exemple. On travaillait pour Jeff de Bruges, mais Canada, et la question était là-bas, pour se dire le chocolat au Canada, ils connaissent, et donc plus sur le Canada, le Québec d'ailleurs, je crois qu'on était sur Montréal, mais et la question était, sachant que Jeff de Bruges n'est pas du tout du chocolat belge, mais du chocolat français, ce, ce chocolatier voulait en tout cas là-bas plus montrer qu'effectivement il y avait un respect de la tradition du chocolat belge, puisque historiquement les premières usines de Jeff de Bruges étaient à Bruges, effectivement. Et donc l'idée était d'aller voir sur Google Canada comment effectivement le chocolat belge allait se positionner et du coup quels étaient les besoins, aspirations ou les histoires que se racontaient les Canadiens sur le chocolat belge. Je veux dire également qu'on en a profité sur Google mais également sur Facebook pour aller faire 2-3 sondages sur différents groupes et pages auxquels on participe pour voir un peu quel était le retour et quelle était la réputation du chocolat belge et vous dire évidemment qu'au Canada, quand vous associez chocolat et belgitude, déjà c'est une promesse de réussite. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est simplement d'aller voir à la fois en France mais également au Canada comment allait se positionner le chocolat belge et regardez quand on tapait dans Google France chocolat belge, on a d'abord Léonidas, Gaston, Paris, Henri, Marc, Lille, Hamlet, Léos, etc. Et donc l'idée était de faire le même travail du côté canadien et de voir un petit peu comment on allait pouvoir créer une identité discursive, un discours de marque à partir de la belgitude. Autre exemple, nous avons travaillé pour Fiskars, qui sont donc des outils de jardinage entre autres, hein, ils font aussi des ustensiles de cuisine. Et donc l'idée pour notre matrice de positionnement, c'était de se dire, a priori, grand risque, on se retrouve quand même sur un, un sujet très concurrentiel où on va avoir effectivement énormément déjà de blogs, soit des blogs privés, soit des blogs de marques concurrentes. Donc l'idée, c'était de faire une analyse comparative, bonjour Mathieu, de faire une analyse comparative pour voir un peu ce qui était proposé par les marques concurrentes, de voir un peu quelles étaient, je vous le disais, les bonnes pratiques et le contrat de lecture pratiqué par les autres, et du coup, voir un peu ce qui était en surnombre, ce qui n'était pas du tout exploité, et déjà trouver un début de positionnement pour donc créer de la valeur unique, je vous le disais. Donc, évidemment que votre matrice de positionnement va nécessiter, contient-il, je n'ai pas raté trop de choses? Non, Mathieu, vous n'avez pas raté trop de choses. Là, on est dans la mise en place. J'expliquais simplement qu'on va voir ensemble 3 outils. Et là, on a le tout premier, la matrice de positionnement. Allez, je vous la refais vite là. Voilà, c'est ces 3 outils-ci, matrice de positionnement, calendrier éditorial, gabarit.
Et donc, ne vous inquiétez pas, on vient à peine de commencer. Donc là, je disais que pour établir votre positionnement, pour établir une proposition de valeur unique, je vous en prie, vous êtes obligé effectivement d'aller voir ce que fait la concurrence pour trouver un petit peu ce qui est déjà surnuméraire en termes de proposition éditoriale ou pas. D'accord? Alors, autre aspect très important dans la matrice de positionnement, donc vous voyez qu'il y a plusieurs sous-outils, et il y a plusieurs prismes, il y a plusieurs angles de traitement dans la matrice de positionnement, c'est également de se concentrer au fond sur les types de contenus et les types d'histoires qu'on va raconter. Il faut du concurrentiel, vous ne pouvez pas faire autrement. Je reprends mon exemple de Fiskars, forcément que sur un blog Fiskars, si on veut parler de jardinage, on va parler des bons gestes du jardinage aux différents moments et aux différentes saisons. Donc ça veut dire qu'effectivement, on parlera de tailler ses rosiers, de élaguer ses fruitiers, de entretenir ou retourner son potager à différents moments de l'année en fonction de la météo et du calendrier. Donc, on aura du concurrentiel. En fait, on a toujours 4 types de contenus. Quel que soit le projet éditorial que vous avez en brain content, il y a des contenus concurrentiels, il y a des contenus essentiels, il y a des contenus de niche, il y a des contenus à éviter. D'accord? Et donc, vous devez faire un peu de tout, sauf évidemment les contenus à éviter. Alors les concurrentiels, si concurrence inexistence en termes de contenu, il faut tout simplement tester différentes choses et parler avec une excellente connaissance de ses cibles. Je pense, Nicolas, que d'abord, s'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire que vous créez un tout nouveau produit et un tout nouveau concept et que donc vous êtes dans du disruptif. Donc là, allez voir sur d'autres marchés quand même étrangers. Allez voir dans la presse papier également, pour voir s'il n'y a pas ce type de contenu. Et puis là, vous avez parfaitement raison. Il va falloir tester différentes choses et avoir une excellente connaissance de vos cibles. Et bien souvent, c'est en testant des choses que vous allez pouvoir avoir la connaissance de ces cibles. J'en profite du coup que vous posez cette question très pertinente pour vous raconter une histoire. Le marché du contenu bouge beaucoup aujourd'hui et évolue énormément. Je discutais dernièrement avec un représentant d'un grand média en Belgique, Rossel, et il propose une solution éditoriale de repurposing de contenu. Donc, c'est de la republication de contenus agrégés qui viennent de différentes sources. Donc, ça se passe comment? C'est en fonction de filtres et de thématiques que vous choisissez. Vous allez sur votre dispositif éditorial republier des contenus qui viennent d'ailleurs. Et donc, ça donne une richesse éditoriale et ça donne effectivement une variété de contenus que c'est une sorte de revue de la science, une sorte d'agrégation de revue. Pour le coup, j'ai oublié totalement le nom de ce service. Donc, si quelqu'un voit un peu ce que je veux dire, donc on en voit pas mal sur des blogs, c'est articles reliés ou sur le même sujet, vous voyez une dizaine, quinzaine d'articles en bas qui renvoient vers d'autres sources et voilà, c'est vraiment une agrégation effectivement, une revue comme vous dites. C'est pas vraiment Scoop.it, Anne-Christine, parce que le Scoop.it, c'est pas les tags non plus, c'est une sorte de fil RSS qui va être établi à partir d'une plateforme donc éditoriale en fonction des filtres qui sont les tags, effectivement. Alors, et je complète la réponse, Nicolas, j'arrive. Brain quelque chose, exactement. Merci, Fabien, c'est exactement ça. Outbrain, voilà, Fabien et moi, on y arrive. Je pense que c'est ça. Outbrain, n'est-ce pas, Fabien? Je crois que c'est ça. Et donc l'idée, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Sur le marché américain, une nouvelle marque, donc pour répondre à Nicolas, de produits capillaires pour éviter la perte, voilà, exactement, pour éviter la perte des cheveux, veut mettre en place un dispositif éditorial, mais ne veut pas prendre de risque parce que c'est un produit ou une méthode un peu disruptive. Aux États-Unis, c'est très à la mode, disruptif. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été contactés Outbrain ou concurrents, parce qu'aux États-Unis, il y a pas mal d'outils de ce type-là, pour leur demander de leur procurer un bouquet de contenu autour du soin capillaire. Et à partir de là, ils avaient une masse de contenu, disons une dizaine d'articles minimum par jour, qu'ils allaient, eux, diffuser sur une plateforme éditoriale type blog, et puis promouvoir sur Facebook et autres, sur YouTube également. Et à partir de là, ils allaient analyser les statistiques et voir au niveau géographique, au niveau de l'âge, au niveau des clics, au niveau des intérêts,
et pouvoir au fond qualifier effectivement les besoins et interpréter les comportements de cible sur du contenu réel pour avoir cette cartographie des besoins des cibles et de leur comportement. Donc vous voyez, Nicolas, ce que je veux dire par là, c'est que alors pourquoi j'en parle? Parce que ça m'intéresse et autant vous dire que quand j'ai appris ça la semaine dernière, à la fois ça remet en question notre propre travail, nous, d'agence éditoriale, mais en même temps, c'est intéressant de voir comme le marché évolue aussi. Donc c'est l'idée de ne plus produire ces contenus soi-même et puis de voir si ça marche bien et donc de réfléchir beaucoup, très fort et puis de voir si on a bien réfléchi en toute humilité, c'est plutôt de faire du test avec voilà, un contenu de masse quand même, hein, très concurrentiel pour le coup, et à partir de là, de mieux affiner effectivement, mais sur des contenus réels, avec des comportements réels. Alors, on peut mettre en doute la qualité du coup de ces contenus puisqu'ils n'ont pas été du sur mesure, mais en même temps, on peut souligner l'intérêt d'avoir déjà une production et de commencer du coup par des contenus très concurrentiels. Mais au moins, on commence par quelque chose. Alors là, c'est un parti pris, évidemment. J'aurais tendance, moi, à dire que dans de nombreux cas, si on nous sollicite, c'est pour d'abord produire des contenus essentiels et des contenus niches et précisément pas des contenus concurrentiels. Alors, je me permets maintenant, du coup, quand même, de vous expliquer un petit peu. Donc, les contenus concurrentiels, c'est les contenus que feront également la concurrence. Quand c'est la Saint-Valentin, quand c'est Halloween, quand c'est le salon de l'auto, forcément que tous les fabricants et que toutes les marques qui ont quelque chose à voir avec ces grands marronniers vont devoir créer du contenu sur le sujet. Le contenu essentiel, de nouveau, c'est votre service à vous, c'est votre proposition de valeur à vous. Et donc, ça veut dire que ça va être votre calendrier de marketing, votre proposition de valeur, des nouveaux produits, des nouveaux services, ou comment vous allez, vous, effectivement, incarner et vous approprier un marronnier et quelque chose de, à la base, qui pourrait être concurrentiel. Je vous donne un exemple, c'est de se dire que à la Saint-Valentin, plutôt que d'offrir ou d'avoir une communication où on offre un cadeau à madame, on offre un cadeau à monsieur, votre futur unique pourrait être, par exemple, de célébrer les célibataires, de célébrer les couples, de célébrer une autre forme que la tradition, on va dire, du marronnier de la Saint-Valentin. Et là, on rentre dans de l'essentiel, dans du singulier, dans du genuine, dirait-on en anglais. Enfin, le contenu de niche, c'est quoi? Je viens de vous parler des célibataires, par exemple. Eh bien, ce serait effectivement, pour la Saint-Valentin, de s'adresser aux célibataires quarantenaires, aux célibataires seniors ou aux célibataires tout jeunes qui n'ont pas beaucoup de sous et qui voudraient quand même faire la fête à la Saint-Valentin. Donc, l'idée de la niche, c'est simplement aller chercher un sous-segment d'utilisateurs. Alors, l'intérêt de la niche, c'est quoi? C'est qu'on a du coup une communication très qualifiée et on a du coup un engagement également assez élevé. Et donc là, c'est la promesse d'avoir une grande différenciation puisque vous allez effectivement aller tout à fait à l'inverse du concurrentiel. Donc, c'est se dire également que et les contenus à éviter, c'est quoi? Ben, c'est les contenus qui, précisément, vous allez les éviter parce que soit ils sont trop concurrentiels, soit ils risqueraient de, au fond, vous confondre avec un concurrent sur des choses où il y a un dénominateur commun, mais que vous ne feriez pas. Je vous donne un bon exemple. Quand on travaille pour Cuisine Plus ou qu'on travaille pour Xina, des fabricants de cuisine, des cuisinistes, et que ceux-ci nous demandent de produire des recettes de cuisine, eh bien, la recette de cuisine de base, elle est à éviter. Pourquoi? Parce que c'est 700 grammes et ces marmitons qui vont arriver en haut des résultats. En revanche, si ce sont des recettes de cuisine qui sont faites par ou produites ou imaginées par le chef de l'émission Top Chef qui est sponsorisé par Cuisine Plus ou par Xina, alors effectivement, on tombe du coup dans du focus. Donc le avoid, ce sont ces contenus dont il ne faut pas parler, ce sont ces contenus qu'il ne faut pas produire. Il faut dire également que du coup, sur le concurrentiel, effectivement, vous allez être en tête de pont dans le SEO, vous allez être effectivement sur des choses qui sont très tendances et dans les Google Tendances et autres. Par contre, en termes de qualification et de retour sur investissement, ce sera effectivement beaucoup plus difficile. Et donc, c'est une bonne voilà, clé d'entrée, mais c'est en même temps pas non plus le principal effort à fournir. Très important également, c'est d'aller avoir des ratios. On fera du 20% de concurrentiel, 50% de focus et 30% de niche. Et évidemment 0% de avoid, à éviter, à proscrire. D'accord?
Enfin, la matrice de positionnement suppose aussi que vous ayez, comme je le disais, une promesse. Alors, comment est-ce que ça se déroule une promesse? Alors, la promesse, elle est éditoriale effectivement, mais c'est l'idée d'aller bien, au fond, raconter des histoires autour d'un de vos services et de travailler sur l'axe psychologique qui y sera associé. Je vous parlais tout à l'heure, de, MediaMarkt, et donc de leur offre. L'idée de pouvoir effectivement avoir une offre particulière pour les gens qui veulent prendre soin d'eux, faire de l'automesure, perdre un peu de poids et donc leur offrir toute une expérience autour de ça, en proposant à la fois des mixeurs, à la fois des bracelets, connectés, et autres fours à basse température, etc., c'est effectivement de travailler sur un service et d'avoir comme axe psychologique, par exemple, l'aspirationnel. Pourquoi ici aspirationnel? Parce qu'on est dans un besoin latent ou dans un début de besoin reconnu où les gens se disent bah, je voudrais effectivement m'équiper, mais je ne sais pas comment, par quoi commencer, j'ai un petit budget. Et donc, c'est d'accompagner effectivement l'utilisateur dans cette découverte des ustensiles et de l'électroménager et autres produits ménagers qui pourraient l'aider à mieux vivre, à prendre soin de soi. Et donc là, on va avoir le service qui est effectivement MediaMarkt vous aide à prendre soin de vous. L'axe psychologique, aspirationnel. Et le bénéfice utilisateur, c'est quoi? C'est l'utilisateur a des questions, il a des interrogations, et vous l'accompagnez dans la construction de sa vision sur la manière de prendre soin de lui. Et du coup, vous pouvez évidemment, on ne va pas se limiter à une seule promesse, vous pouvez articuler ça en travaillant sur les différents services. Autre exemple sur MediaMarkt, imaginons que vous alliez travailler davantage sur l'obsolescence programmée, sur le côté plus environnemental, eh bien, ce serait de mettre en avant l'idée que MediaMarkt se soucie également de l'environnement et donc vous aide à acheter des produits responsables. Et là encore, on est plus sur l'axe psychologique transactionnel, avec le coût, le prix, le ratio qualité-prix. Et donc là, on va de nouveau aider l'utilisateur, plus non pas dans la construction de sa vision, mais dans le choix du produit. Donc vous voyez que vous pouvez travailler sur plusieurs axes. À partir de ces axes, vous allez formaliser vos thématiques et votre positionnement éditorial. Est-ce qu'il est éducatif, inspirationnel, ludique, inédit, insolite? Et puis, vous aurez une promesse, une baseline, typiquement, MediaMarkt prend soin de vous, ou vous aide à prendre soin de vous, ou avec MediaMarkt, consommer intelligemment ou responsable. Et donc, on va avoir effectivement un début de cartographie des contenus avec des promesses. Et puis derrière, on a une micro-ligne éditoriale, une micro-charte éditoriale avec une tonalité, un concept éditorial du site et puis des axes stratégiques qui vont être effectivement affiliation, fidélisation, acquisition, etc. Donc voilà un petit peu le dernier pan volet de la matrice de positionnement. C'est l'idée, excusez-moi pour le zoom et dézoom, c'est l'idée de déjà avoir l'articulation des contenus, des catégories à partir des différents outils précédents. Le calendrier maintenant, puisqu'on sait plus ou moins ce qu'on va faire comme type de contenu, en concurrentiel, en essentiel, en niche, puisqu'on sait effectivement qu'on a des promesses et qu'on va vouloir, à travers du contenu éditorial, pousser quand même la proposition de valeur unique de notre marque et de nos services et produits. Il va falloir maintenant orchestrer ça dans le temps. Et donc, on va devoir effectivement mettre en place un calendrier pour s'assurer de la fréquence et la ventilation des thèmes, mais également des call to action. C'est-à-dire, est-ce qu'on va inciter à la rassurance? Est-ce qu'on va faire du concours? Est-ce qu'on va faire de la promotion en permanence et à tout crin? Ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir bien alterner éducation, divertissement, information et travailler sur les différents prismes? Alors, comment est-ce qu'on va intégrer également les marronniers et les actions marketing? Déjà, vous dire, je ne sais pas si vous connaissez cet outil que moi j'aime beaucoup, c'est que dans un calendrier éditorial, on ne va pas juste mettre billets de blog, articles de blog, post Facebook ou tweet.
On va au contraire plutôt indiquer une typologie de contenu beaucoup plus détaillée, telle que, regardez ici, au choix. Forcément, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Des tutoriels, des critiques, des questions, des conseils, des bonnes pratiques, des classements, des études de cas, des statistiques, des reportages, du newsjacking, des tendances, de la recherche, des comptes rendus, des débats, du link des ressources, de l'expertise, et j'en passe. Est-il possible? Et bien sûr, Mathieu, il est tout à fait possible. Remplissez le formulaire ici, et derrière, vous aurez le PDF, vous remplissez le formulaire, vous arrivez sur une landing page, là, vous aurez une série de liens, et c'est le lien qui est dans l'encadré à la une tout en haut. Et donc, vous voyez que dans votre calendrier éditorial, on va travailler sur une variété de contenus, d'accord? À la fois des types, donc au sens du fond et du traitement et de l'angle éditorial, mais également dans le format, puisqu'on peut avoir de l'article, des slides de présentation, une infographie, un communiqué de presse, un jeu, une application, un MOOC, un livre blanc, un webinaire, etc. etc. Okay, donc l'important ici, c'est quoi? C'est de se dire que dans votre calendrier, ce qui va faire la richesse, ce qui va faire l'expérience, c'est la variété des contenus et des formats. Et je passe en tant que suspect à la consommation de... c'est exactement ça, Mathieu. Très suspect. Et donc ici, alors après, ce que vous allez voir, qui est pas mal, c'est évidemment la stratégie de diffusion. Où est-ce qu'on va aller, une fois que c'est produit et publié sur le blog, où va-t-on derrière, effectivement, aller les pousser également? Vous avez également les mesures, hein, visiteurs uniques, nouveaux visiteurs. C'est pas mal de les indiquer également, ces indicateurs de performance, dans votre calendrier pour le reporting mensuel. Ça aidera effectivement à bien contrôler vos efforts. Et puis alors, ce qui est pas mal aussi, regardez, c'est ici de travailler sur différents sentiments. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en plus des formats, en plus des types de contenus, on va également travailler sur différentes échelles d'émotions. L'humour, le glamour, le sexy, le choquant, le surprenant, l'émouvant, le dramatique, le polémique, l'horreur, le rêve, l'attendrissant, le motivant, le charmant. On peut, à foison, effectivement, essayer là encore, de granulariser et de varier les émotions qu'on veut susciter. Donc ça, c'est un premier aspect. Dans votre calendrier éditorial, c'est travailler sur une variété de contenus, de formats, comme vous le verrez d'ailleurs dans les magazines papier, que ce soit les Inrock, le Courrier international ou autres, vous avez une variété de formats. Dans votre calendrier, vous songerez également qu'il faut pouvoir répondre à tous les besoins, c'est ce qu'on a vu dans la matrice de positionnement, des gens qui n'ont pas d'intérêt a priori pour vos services. J'ai pas d'intérêt a priori pour un mixeur. Et certainement pas, je ne pensais pas à MediaMarkt pour acheter mon objet connecté. Ou j'ai un besoin latent, j'ai un besoin reconnu, construction de la vision, sélection de la solution, validation du choix. Donc, en fonction du degré de maturité de votre cible, vous allez derrière, effectivement, devoir ventiler différents types de contenus. Regardez ici, tout sur le risque client, c'est de l'assurance crédit. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a travaillé sur les besoins latents, reconnus et construction de la vision. Et donc là, l'idée, c'était de produire des contenus en fonction des questions que se posaient ou que se ne posaient pas encore les clients. Pour le coup, ici, c'est des PME qui sont en besoin ou en risque de déficit de liquidité. On sait que les faillites sont la première cause de... pardon, le manque de liquidité est la première cause de faillite dans les PME en France. Et donc, l'idée ici, c'était de sensibiliser effectivement les PME à ces risques pour mieux les accompagner, soit simplement les sensibiliser en leur faisant prendre conscience des risques qu'ils courent, soit en confirmant les besoins reconnus et en les aidant au fond à travailler sur une construction de la vision qui du coup les amène au choix de l'opérateur derrière. Donc ça aussi, dans votre calendrier, ne pas juste travailler sur sélection de la solution, vous avez bien fait de nous choisir, c'est ici que vous deviez atterrir, non, c'est également d'aller travailler sur ces différents aspects en amont. Enfin, dans votre calendrier, vous allez également travailler sur les différentes attitudes psychologiques auxquelles votre utilisateur, votre audience est sensible. Votre audience, votre communauté a besoin d'apprendre des choses, a besoin de ressentir des choses, a besoin de voir les choses, c'est-à-dire d'avoir confirmation et preuve de ce que vous avancez, et a besoin de s'approprier votre message en faisant
des choses. Et donc en général, on a tendance à dire que quand il s'agit d'apprendre, elle a besoin de savoir de quoi s'agit-il, hein? C'est quoi votre solution? C'est quoi le bracelet connecté? D'accord? Le fil, c'est quoi? C'est l'identification. Et donc c'est l'idée aussi de se dire, beh, qui utilise un bracelet connecté? Est-ce que, et alors du coup, il faudra bien évidemment travailler sur les personas pour s'assurer qu'on ne se plante pas et que la personne qui viendra sur votre site se sentira, incluse dans un des groupes cibles que vous allez, citer et que vous allez effectivement, décrire. Le 6, c'est le comment ça marche, une petite vidéo ou une checklist de, le bracelet connecté en 5 étapes, ou le récit, hein. Le 6, c'est aussi le récit, c'est-à-dire, voilà, j'utilise un bracelet connecté depuis 1 mois et effectivement ça fonctionne. Heu et puis le 12, c'est le pourquoi, c'est-à-dire, là, ça va être un simulateur, un calculateur, où on va dire par exemple: «Avez-vous besoin d'un bracelet connecté ou en quoi le bracelet connecté va vous aider et où on va poser 3, 5, 10 questions et vous verrez derrière effectivement que le bracelet connecté est un gadget pour moi, le bracelet connecté est essentiel pour moi, etc. Et donc ça, c'est l'idée de s'approprier votre discours en le faisant par soi-même à travers je vous disais, une application, un petit outil. On est plus effectivement là dans du code que dans du contenu éditorial. Dans votre calendrier éditorial, vous tiendrez compte également du fait qu'on va avoir 3 types de contenus, j'en parlais tout à l'heure, les contenus chauds, qui sont les marronniers, les actualités, donc là, c'est vraiment, avec une valeur chronotypique très courte, hein, puisque c'est du ici et maintenant. Le contenu froid, qui va davantage, au fond, être un rappel de vos valeurs, de vos conditions de vente, de vos propositions, de vente, donc là, c'est, nos services, ça va être, rappeler justement votre proposition de valeur unique, hein, sur les conditions de vente, sur les services, sur l'après-vente, sur, pourquoi ils vous choisissent, et cetera. Et puis les contenus opportunistes et là, pour le coup, les contenus opportunistes, c'est quoi? C'est en fonction de vos objectifs business, en fonction de vos objectifs commerciaux, vous allez créer des dossiers spéciaux. Je vous donne un exemple en parapharmacie. On travaillait pour un grand groupe de parapharmacie qui, subissait des pertes de trafic et une concurrence, de plus en plus forte. Ils avaient une queue de budget, et voulaient l'utiliser pour essayer de rebooster un petit peu le SEO, au regard du SEA. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est allé voir sur le laboratoire, santé, en France. On a, constaté que les Français ont 2 grands principaux soucis, en bien-être, c'est la calvitie, on y revient, et les problèmes de peau. Et donc on a produit des dossiers, des vidéos, et des articles, interviews experts sur ces 2 thématiques principales, ce qui nous a permis, de rebooster effectivement le trafic, mais également du coup la conversion. Et donc là, on est typiquement dans du contenu opportuniste puisque, c'était très ciblé par rapport, à l'ensemble du catalogue. Et donc, dans votre calendrier éditorial, vous songerez également déjà à avoir un plan de distribution, c'est-à-dire à voir comment vous allez soit agréger vos articles vers la newsletter ou les distribuer sur Twitter avec l'un ou l'autre hashtag et évidemment travailler sur le pool. J'ai mis WordPress parce que c'est un très bon CMS pour tout ce qui est articles, éditorial, etc. Le push où j'ai mis Mailchimp, une solution de gestion d'email qui va vous permettre même d'agréger les contenus via le fil RSS produit sur votre WordPress pour les envoyer vers votre base de données et évidemment le share, le partage pour le retour sur attention pour le trafic. D'accord? Et donc ça veut dire que dans votre calendrier éditorial, vous allez avoir des contenus chauds, des contenus froids, des contenus opportunistes, mais également du push avec de la newsletter et de l'email de relance. Ne pas confondre, la newsletter, c'est de l'informatif, c'est une agrégation de différents sujets sur une thématique globale avec des rubriques fixes, une fréquence récurrente et généralement toujours plus ou moins au même moment, tandis que l'email de relance a une proposition de vente unique et est régulier, mais ne propose qu'un seul contenu, qu'une seule action de conversion. Et du coup, votre gabarit de calendrier éditorial pardon, pourrait tout à fait ressembler à ceci.
où vous allez avoir le nombre des semaines avec les différents articles que vous allez effectivement programmer, le titre, l'auteur, la problématique, le format, le call to action, le mot-clé, distribution et promotion et date de publication. Et puis, avec le calendrier des médias sociaux, avec un planning propre, c'est-à-dire qui n'est pas le planning de vos contenus longs, on va dire, et qui donc va avoir un planning en parallèle à celui-ci qui va vous permettre, par exemple, de repousser des contenus froids et de repousser des contenus opportunistes sur vos canaux sociaux, avec évidemment des agendas pour les différents groupes cibles. Le gabarit éditorial maintenant, qui est donc notre troisième outil. Alors, le gabarit éditorial, c'est lui qui va vous permettre, une fois que vous avez un bon angle, que vous avez une bonne volumétrie de mots, que vous avez une bonne articulation, on va dire, de l'architecture d'information, hein, le information design, va vous permettre de pérenniser en fait ces bonnes pratiques. Et donc c'est aussi un élément qui contribue à ce chartage et à ce contrat de lecture, puisque imaginons que vous fassiez des interviews experts, eh bien, vous allez déterminer que chaque interview expert reprendra un verbatim, une citation, un chiffre clé, une mini-présentation de l'expert en résumé, et pourquoi pas 4-5 questions qui sont toujours les mêmes et 2 questions plus personnelles. Et donc là, on a un modèle, d'accord? Il suppose, ce gabarit, que vous conceviez également le contenu comme service et pas comme une commodité, puisque précisément, on a tendance à fidéliser les cibles sur une récurrence de type de contenu et du traitement de l'information. Et donc, il y a certains contenus qui ne seront pas loin de ressembler à une FAQ, en fait, à une FAQ, foire aux questions, puisqu'on traitera les informations toujours de la même manière. De quoi s'agit-il? À qui ça s'adresse? Comment ça marche? Pourquoi prendre cette solution? Vous avez là un modèle qui non seulement répond aux principes des techniques de rédaction, mais en plus qui permet effectivement de faciliter l'appréhension et la compréhension de l'information. Donc, c'est à la fois le modèle éditorial va servir de brief, de charte et de liste de contrôle pour s'assurer effectivement derrière que vous avez bien travaillé. Comment est-ce qu'on va établir ce gabarit? On va d'abord toujours analyser les besoins à la fois de la communication du département marketing, donc ceux qui vont aller effectivement être en charge, eux, de produire les contenus, mais également derrière de la direction métier qui sollicite une communication sur tel service, tel produit. Donc c'est sûr que si je veux intégrer le mixeur ou le four basse température dans une communication avec MediaMarkt, prenez soin de vous, eh bien, il va falloir également que j'analyse les besoins de mes départements pour être sûr, effectivement, de les intégrer dans ma communication. À partir de là, je vais récolter l'information, je vais structurer l'information dans un modèle, je vous le disais, pour permettre par après une mise en texte, l'édition, la correction. Donc on va dire que jusqu'à la structuration, ce travail-là ne se ferait qu'une fois, au moment d'établir le modèle, pour faciliter effectivement après la mise en texte. D'accord? Et donc, un exemple, on va travailler effectivement sur la modélisation des contenants. Donc, on ne considère plus un article de blog a priori comme un contenu, mais d'abord comme un contenant, au niveau structurel, au niveau informationnel. Et on dira, chaque contenu de tel type comportera un titre, un micro-contenu d'appel, qui est un chapeau, on va dire, dans la presse écrite, un argument, un contexte, une solution, des témoignages, chiffres, citations et iconographie, donc l'une ou l'autre image, avec sur le côté, pourquoi pas, même un calibre, hein, des limites quantitatives, les titres de plus ou moins 70 signes et les chapeaux de plus ou moins 156 signes. Comme ça, pour le coup, on fait plaisir à Google et on réutilise ça comme métadonnées, balise title et description. Sauf que pour le coup, il faudra faire plus court parce qu'on sait que sur le mobile, les résultats Google sont plus courts et on sait en plus que la pixelisation a augmenté. Du coup, 70 signes, ça passe plus aujourd'hui. On sera plutôt dans les 55-60 signes. Sur le chapeau, entre 130 et 140 signes. Et puis, la phrase sera plus ou moins 100 signes, le paragraphe 500 signes, la légende d'image plus ou moins 150 signes. Et dès lors, on intègre aussi les bonnes pratiques de l'écrit web, de l'écriture écran. Et donc, on maximise le retour sur attention, on réduit le taux de rebond. Et donc, regardez un peu ce que ça donne. On va se retrouver avec quelque chose comme ceci.
le thème, le titre qui sera également la balise title, le chapeau qui sera également la balise description, la balise alt pour l'image, les mots-clés qu'on va utiliser, l'intro, un premier sous-titre, une première série de paragraphes, un deuxième sous-titre, une deuxième série de paragraphes, etc. Avec même, voilà, regardez ici, dans ce modèle-là, il y a un encadré qui va permettre d'avoir une aide à la lecture et donc de travailler également sur une sorte de micro-contenu supplémentaire qu'on réutilisera vraisemblablement sur Facebook et Twitter. Et regardez que quand il est construit et rempli, ce conteneur, ce contenant, a effectivement un contenu qui est bien calibré et qui, du coup, va permettre de rationaliser les efforts puisqu'on a des bons titres tous les 2-3 paragraphes. Ça va permettre de bien voir les listes à puces, de bien s'assurer qu'on ne va pas non plus faire des titres trop longs, de bien s'assurer également qu'on va intégrer les mots-clés dans le gabarit et donc on a quelque chose qui est, comme je vous disais tout à l'heure, structuré, encadré. Ça vous permet également d'avoir 2 versions si vous travaillez comme prestataire interne ou externe. Et donc l'idée, c'est de d'abord effectivement utiliser votre gabarit pour établir un chemin de fer, un fil de fer, une sorte de brief. Et donc vous envoyez à votre client en disant voilà, l'article sur la voiture électrique, on va la traiter de cette manière-là. On parlera d'abord du succès, des avantages et des inconvénients, et puis du prix. Vous faites valider du coup par votre client interne ou externe, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir effectivement réécrire derrière l'article, c'est-à-dire en mettant de la chair autour de ce squelette-ci. Et là, du coup, vous ne perdez pas le temps, puisque vous n'êtes pas en train de faire valider par une direction métier, par la com, le marketing, un article, donc ils n'ont même pas vu le squelette. Vous avez d'abord fait valider effectivement l'angle de traitement. Et donc là, on est dans une écriture agile, dans un projet effectivement éditorial agile. Alors, pour terminer, comment est-ce qu'on va faire décoller donc son brand content à travers ces outils? Je vous donne quelques exemples ici, vous pouvez aller les voir sur notre site internet. Mais si je vous les montre, c'est pourquoi? C'est parce que c'est vraiment des cas dans lesquels ces 3 outils, matrice de positionnement, calendrier éditorial et gabarit, nous ont aidés à rapidement obtenir des résultats. Je prends le cas de C'est Bien, qui est une plateforme d'inventarisation des biens. Alors pour le coup, c'est intéressant, c'est une start-up qui existe depuis 2-3 ans. Et l'idée, c'est simplement d'aller effectivement inventorier vos biens sur un outil. Pourquoi? Parce que si vous déménagez, si vous mettez votre maison en location sur Airbnb, s'il y a un incendie, un cambriolage, derrière, vous avez la liste de vos biens, leur valeur, et vous pouvez aller chez votre assureur avec cet outil. Vous pouvez également aller chez votre notaire pour l'héritage, etc. L'intérêt, c'est qu'au moment où on a vu le client pour la première fois, il nous a prévenu que 80% des Français n'inventorisaient pas leurs biens et n'en avaient rien à faire. Et donc, nous, on a dû travailler sur une matrice de positionnement qui allait rendre l'inventaire intéressant à partir d'un prisme éditorial. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'est de ne pas travailler sur le avoir, puisque ça, les gens ne s'intéressent pas à ça, mais plutôt sur le être. Comment est-on aujourd'hui avec les objets? Et donc, on était à travailler sur les valeurs qu'on procure aux objets et comment, effectivement, l'être, l'individu, aujourd'hui se positionne par rapport au bien, par rapport au matériel. D'accord? Et donc, l'idée ici, c'est qu'en plus, on avait des images très très chouettes et assez pop. Donc, je vous laisse aller voir le projet parce que c'était pas mal du tout. Sur Fiscars, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qui a fait notre valeur ajoutée, notre positionnement? C'est que sur Fiscars, on sait que ce sont des produits de jardinage qui sont assez chers, mais très durables, très solides et surtout ergonomiques, donc avec des bonnes poignées, avec une bonne prise en main, et donc vraiment le souci, on va dire, du bon geste et le bon outil. Et bien précisément, pour chaque conseil de jardinage, il y avait un encadré sur le bon geste et le bon outil pour élaguer ses haies, tailler ses arbres, émonder ses plants de tomates, etc. Et ça, les autres ne le faisaient pas. Donc là, on avait vraiment un positionnement particulier et en plus, ça nous permettait de renvoyer vers l'e-commerce puisque le but, c'est quand même aussi de vendre au final. Et puis ici, autre exemple, sur Autoscout 24 de la voiture d'occasion. Autoscout 24 avait déjà un magazine qui était très fort sur les essais de la dernière Audi A3 4 roues
avec, jupe, hyper, spoiler, machin, truc muche. Et donc nous, l'idée, c'était quoi? C'était de travailler plus sur, la valeur d'usage et l'usage de la voiture, de son premier propriétaire jusqu'à sa fin de vie et du permis de conduire jusqu'à sa dernière voiture. Et donc c'est vraiment, du storytelling effectivement sur, l'aspect plus émotionnel et relationnel avec son véhicule, plutôt que l'aspect transactionnel. Et enfin, sur IDETA, là, c'était quoi l'idée? C'est donc, IDETA, c'est un blog de promotion du tourisme en Wallonie-Picarde. L'idée était de pouvoir promouvoir le tourisme local à 30 kilomètres à vol d'oiseau. Et donc là encore, quand on sait que le secteur du tourisme est hyper concurrentiel, il s'agissait de travailler plus sur des formats et sur, une typologie de contenu un peu particulière et un peu décalée. C'est notamment sur Ideta qu'on utilise, par exemple, des drones pour faire des petites vidéos assez sympas, sur, par exemple, les parcours, vélo qui jalonnent la Wallonie-Picarde. Et donc voilà, alors on peut continuer, hein, c'est encore 2 autres cas ici, qu'on voit. Un magazine Elles font du vélo, .com, un magazine sur le vélo au féminin, où là aussi on avait fait toute une étude de positionnement, pour voir comment on pouvait adresser cette problématique. Parce que, pour le coup, avant le magazine, il n'y avait aucune marque ni aucun vendeur de vélos, en tout cas en francophonie, qui s'adressait réellement à leur public féminin, alors que en Grande-Bretagne et aux États-Unis, on a même des magazines papier, de très très bons magazines papier qui adressent, et des blogs évidemment qui adressent ces questions-là. Et donc ça nous a permis, la matrice de positionnement et le calendrier éditorial, en un an, d'avoir 6000 fans sur Facebook, plus de 3000 ou près de 3000 suiveurs sur Twitter. Et aujourd'hui, ce sont des marques de vélo et des marques d'assurance et autres qui viennent nous voir pour demander du partenariat et pouvoir être visibles, puisqu'ils ont vu qu'on s'adressait à une niche particulière. Et enfin, Dokeos. Dokeos, c'est quoi? C'est une solution e-learning, donc c'est pas un CMS, Content Management System, mais c'est un LMS, Learning Management System. Là aussi, l'analyse concurrentielle nous a permis de voir qu'il y a une concurrence énorme dans tout ce qui est des solutions de e-learning en ligne, hein, donc vraiment des outils de gestion e-learning. Et donc, il a fallu, au niveau du positionnement, euh, bien faire ressortir cette fameuse proposition de valeur unique. Et cette proposition de valeur unique ici, c'était quoi? C'était vraiment l'idée de travailler sur l'aspirationnel, construction de la vision, passer à l'e-learning d'un côté, et puis de l'autre, c'est dans le choix de l'opérateur, parce qu'en plus le kiosque est spécialisé dans l'e-learning en médical et en assurance, c'est de travailler effectivement auprès de grands groupes internationaux sur le choix de Dokios comme solution. Pourquoi? Parce que Dokios détient énormément de normes. On sait qu'aux US, les normes sont essentielles en e-learning pour pouvoir assurer la qualité de la formation des opérateurs. Et donc là, on a travaillé vraiment sur une qualification extrême des besoins des cibles, avec du focus group et autres, pour derrière faire un calendrier éditorial avec un article semaine, agrégé en fin de mois avec une newsletter. Et c'est cette matrice de positionnement et ce calendrier qui nous ont permis effectivement. Et dans tous ces cas-là, on a des gabarits éditoriaux évidemment. Et ce sont ces outils-là qui nous ont permis d'avoir d'excellents résultats. Et voilà, j'en ai terminé pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore du monde dans le... Est-ce que je vous ai tous assommés? Un, deux, testing. Ah, il y a des survivants. Tant mieux, avec Christine. On est encore là, parfait. Ils ne sont pas tous partis. Magnifique. C'était la sieste. Mais oui, Alexis, j'imagine bien que c'est avec moi que vous voulez passer la sieste. Il y a du travail en perspective, Yann, ben oui, effectivement, mais voilà, je pense que à la fois il y a du travail, mais au moins vous avez des outils pour savoir comment travailler maintenant et pour pouvoir effectivement mieux dérouler la stratégie. Peut-être qu'effectivement une rediffusion sera nécessaire, Anne-Christine. Tant mieux, Alexis. Ouais, la rediff effectivement est nécessaire. C'est assez dense et regardez, en plus avant je faisais 5 outils sur le webinar et là j'ai limité à 3 parce qu'il y a tellement de choses à dire. Avec grand plaisir, Diane. Je pense que,
Là, voilà, vous touchez vraiment à l'essentiel de je vous disais, hein, d'une stratégie de contenu, pour établir un bon, contrat lecture. Ne vous voilà, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez besoin simplement d'une validation de ces outils une fois que vous les mettez en place. On fait aussi du conseil là-dessus, juste pour les valider et puis merci Aurélie, effectivement, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez que jeudi, je donne merci Stéphanie, je donne également, un webinaire sur les fiches produits pour le coup, donc ça c'est le contenu froid. Et donc, merci Sophie. Donc n'hésitez pas à y participer. Parfait Diane, super. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je pense, on sera 2, il y aura Sophie de mon équipe et moi qui donnerons, des webinaires puisqu'on a décidé d'en donner beaucoup plus effectivement, vu le nombre de sujets qu'on veut traiter, donc n'hésitez pas et comme je vous le dis, on peut vous accompagner également simplement dans la validation de vos outils et de vos méthodologies au moment de la mise en place ou au moment simplement de leur formalisation. N'hésitez pas. Avec grand plaisir, Laurent. Écoutez, voilà, je pense que vous avez tous merci, effectivement, ça c'est donc Aurélie vient de vous mettre le lien pour le webinaire de jeudi. Ah, c'est une bonne question, Nicolas. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Écoutez, en général, ça dépend. Là, par exemple, sur le elfoodvélo.com, on va déjà avoir les grandes lignes sur un trimestre et puis on cale d'un mois et demi à l'autre, en fait. Donc on va être sur du 6 semaines. Avec plaisir, Carole. Donc ça, c'est à minima, j'ai envie de dire. On est entre du donc dans les grandes lignes, c'est sur le trimestre, pour les grandes thématiques, les fils rouges, les dossiers principaux et les dossiers secondaires. Et puis, oui, bien sûr, Sophie, on travaille en B2B. Dokeos, par exemple, c'est du B2B. Euler Hermès, là, tout sur l'assurance, avec les besoins latents, etc., c'est du B2B. On travaille beaucoup en B2B également. Là, on travaille avec Andrian, anciennement Dexia Asset Management également. Donc on fait beaucoup, ça marche très très bien d'ailleurs. Ces outils en B2B sont vraiment très très performants. Donc voilà, n'hésitez pas, recontactez-moi. Je vous en prie, Nicolas. Euh, et puis, euh, et puis, comme je vous le disais, abonnez-vous à notre chaîne. Revoyons-nous jeudi et les autres jours. On a des nouveaux sujets qu'on va aborder, tels que le storytelling, comment rédiger un livre blanc aussi, la structure, l'architecture d'un livre blanc pour faire du content marketing et de l'acquisition. Donc, on a encore de très beaux webinaires en perspective, le discours de marque également. Il y a de quoi. Quels sont les deux autres outils dont vous parliez avant, Sylvain? J'ai parlé donc de la matrice. Ah, attendez, je vois. La charte éditoriale. Je parlais de la charte éditoriale et la taxonomie. Et je pense, Sylvain, que si vous allez sur notre site internet, je me demande s'il n'y a pas encore, ou sur notre chaîne YouTube, s'il n'y a pas encore une ancienne, un ancien webinar sur ces outils-là. Je ne suis pas sûre. Je vais essayer de rechoper ça. La charte et la taxonomie, Sylvain. La taxonomie, c'est le tagging. Donc, comment est-ce qu'on va développer toutes les catégories et les tags sur un site pour créer ce que Laurent Bourrelli, grand gourou SEO, appellerait des cocons sémantiques. Donc, ils sont reprévus, ceux-là, hein, sur la charte et sur la taxonomie, mais ce sera pour novembre-décembre. Abonnez-vous à notre chaîne et puis comme ça, vous serez alertés. Parfait, très bien. Au plaisir, en tout cas. Voilà, je vous remercie tout le monde. À bientôt, Ikram. Au plaisir de vous, de rééchanger et de vous retrouver prochainement sur notre chaîne. À bientôt. Salut à tous. Au revoir, Clara.